Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Invest in Bordeaux. Je suis Yann Buanec, je suis journaliste à Place Eco. C'est moi qui ai le plaisir d'animer cette session. Alors, vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas grand monde à l'image parce qu'on a des soucis de connexion. Et oui, il y a du monde sur Internet en ce moment et la bande passante est parfois capricieuse. Philippe de Sertine est là, mais pour l'instant, on va se contenter de la photo et on va sans doute devoir faire de la radio. On est bien désolé. Bonjour Philippe. Bonjour Yann. Merci. Et donc, vous voyez, c'est bien lui, hein, je vous garantis, qui est derrière la photo. Mais malgré tous nos tests, hélas, on a du mal à avoir un peu plus que le son, ce qui est déjà pas mal parce qu'on va pouvoir l'entendre sur le témoignage du jour. Le témoignage, c'est donc sur le sujet la crise et après. Le propos de Monsieur Dessertine sera divisé en trois parties. Je vous explique rapidement le fonctionnement. La première partie sera consacrée à la crise que nous venons de traverser. En quoi est-elle différente des crises précédentes? Quel a été son impact sur l'économie? Vous aurez ensuite une dizaine de minutes pour interroger Philippe de Sertine sur ce sujet-là. Pour la deuxième partie, Philippe de Sertine traitera de la question internationale. Cette crise mondiale interroge sur nos futurs partenaires, sur les échanges commerciaux et sur les relocalisations. Ce sera donc cette seconde partie que nous traiterons de cela. Et enfin, troisième partie, Philippe de Sertine nous éclairera sur sa vision de ce qu'on appelle désormais le monde d'après. Quel modèle et quelle croissance? Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Livestorm, vous avez sur le côté un onglet questions. C'est là que vous pouvez poser vos questions. Et quand vous voyez une question qui s'affiche que vous trouvez pertinente et que vous aimeriez poser, vous pouvez la liker en quelque sorte pour qu'elle remonte dans les sondages et que je puisse prioritairement l'adresser à Philippe de Sertine pendant le temps de l'échange. Nous aurons deux autres invités à l'issue de cette intervention, Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux-Gironde, et Nicolas Florian, maire de Bordeaux et vice-président de Bordeaux Métropole, qui nous apporteront leur analyse sur cette crise qu'ils ont vécue, évidemment, au premier plan. On devait également avoir Lionel Lepoudère pour un petit mot d'introduction. C'est quand même Invest in Bordeaux qui nous accueille et qui organise. Mais il y a aussi un souci de connexion. Nous verrons si nous arrivons à retrouver Lionel Lepoudère un peu plus tard. Voilà, vous connaissez un peu le fonctionnement. Je vais juste vous donner quelques éléments sur la bio de Philippe de Sertine, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Philippe de Sertine, vous avez été enseignant à l'ESC Bordeaux, car vous êtes bordelais, et maître de conférence à l'IAE de Bordeaux. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'IAE de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut de haute finance et ancien membre du Haut Conseil des finances publiques. Vous êtes dirigeant de la chaire Finagri et président de la prospective au comité 21. Vous étiez donc la bonne personne à interroger aujourd'hui. Je vous lance donc, vous avez 10 à 12 minutes, on va dire, sur cette première partie, sur la crise que nous venons de connaître. Je me retire de l'écran et je viendrai tout à l'heure vous adresser les questions des internautes. C'est à vous. Merci Yann. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment ravi de vous retrouver. Bon, désolé effectivement que vous n'ayez que le son. En même temps, donc je suis habillé exactement comme sur la photographie et sincèrement, ça n'apporterait pas énormément de me voir, sinon c'est un peu plus vivant. Alors, oui, quand Yann, vous dites la crise que nous venons de traverser, vous m'allez me permettre de corriger. Là, nous avons en effet deux crises. Et là, pour une fois, les économistes ne sont pas à l'origine de la première crise, ou en tout cas les financiers, ou en tout cas ceux qui travaillent sur la question économique. Nous sortons d'une crise sanitaire absolument incroyable. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, on va dire de mémoire, et même de mémoire très très lointaine, c'est-à-dire une crise sanitaire qui oblige à arrêter l'économie mondiale. Et la crise aujourd'hui, c'est la crise économique. Et la crise économique, elle commence, elle va se poursuivre probablement, et là on va reparler tout à l'heure, jusqu'à la fin de l'année. On est dans une approche, il y aura des prolongements ensuite, mais on peut penser qu'à la fin de l'année, on aura un vrai redémarrage assez fort de l'économie mondiale, donc de l'économie européenne, donc française, donc bordelaise. Vraiment, je vais essayer d'axer au maximum tout ce que je vais vous dire aussi sur les préoccupations que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Je crois que cette idée, vous voyez, bon, le seul exemple de fermeture associée à une crise sanitaire, c'est la grande peste noire de 1347, ça nous remonte loin. D'ailleurs, juste pour nous remonter le moral, on retrouve le PIB mondial, enfin en tout cas européen, 200 ans plus tard, hein, mais à l'époque quand même, il y a eu plus de 50% de la population qui a été décimée, etc. Enfin, ça a été une crise sanitaire absolument épouvantable.
Nous avons connu effectivement une crise sanitaire, là, de ce point de vue, une crise sanitaire qui peut se rapprocher des grandes épidémies du passé, mais surtout une fermeture de l'économie, ce qu'on n'avait jamais connu jusque-là. Donc, ce que je crois qui est très, très important que vous devez avoir à l'esprit, c'est que tous, autant que nous sommes, que ce soit, je dirais, les dirigeants d'entreprise que vous êtes, que ce soit les dirigeants politiques locaux, que ce soit les dirigeants politiques nationaux, que ce soit les banquiers centraux, nous n'avons strictement aucune expérience de ce qui est en train de se passer. On n'avait jamais arrêté l'économie. Parfois, vous voyez, on dit qu'il ne faut jamais arrêter une chaîne quand on est dans la production industrielle parce que la redémarrer, c'est beaucoup plus compliqué que de la mettre un tout petit peu au ralenti puis de la relancer ensuite. Donc, on est avec quelque chose sur lequel on a zéro recul et sur lequel, depuis le départ, on va dire, depuis le début de cette crise, on tâtonne. Et c'est normal de tâtonner parce que là, sincèrement, le problème qu'à la limite on peut avoir, c'est sans arrêt avoir des références qui ne conviennent pas. On l'a vu par exemple du point de vue gouvernemental, quand au début on a dit on reporte les charges. Mais là, ce n'est pas la question d'une baisse d'activité, ce qui est le cas d'une crise traditionnelle. C'est un arrêt total. Et donc après, on a révisé en disant ah oui, ben non, ce n'est pas du report de charges, c'est peut-être de l'annulation de charges. On a cette question qui est en train de monter du point de vue français sur la question du chômage partiel. Le chômage partiel, c'était pour répondre au fait que les entreprises n'avaient zéro rentrée d'argent, un certain nombre avaient complètement arrêté leur activité, par conséquent qu'elles ne pouvaient plus payer leurs salariés. La grande idée qui a été celle des autorités monétaires et politiques du point de vue mondial a été de dire juridiquement, logiquement, on doit avoir quasiment 50 ou 60% de l'économie mondiale qui va être en faillite, puisqu'il n'y a plus d'entrée d'argent, il n'y a plus de circulation monétaire. Donc, quelque chose qu'on n'a jamais vu, je le répète. Même, vous voyez, le terme de guerre qui a été utilisé en France, aux États-Unis, par les dirigeants, ne convient pas parce que dans une guerre, l'activité fonctionne. Elle fonctionne pour la guerre, mais elle fonctionne de manière forte. Là, ça n'a rien à voir. Et donc, on a été avec cette idée de dire comment faire pour que juridiquement, on ne soit pas obligé de déclarer la moitié de l'économie mondiale en faillite. Pour que juridiquement, les entreprises ne soient pas obligées de licencier puisqu'elles n'avaient plus de quoi payer leurs salariés. Donc, on a ces dispositifs qui ont été mis en place et sur lesquels, on va dire, on apprend en marchant. Et c'est vrai que lorsqu'on est en train d'avoir la polémique sur la fraude, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'il y a pu y avoir de la fraude, mais pour l'essentiel, ce n'est pas de la vraie fraude. C'est-à-dire les gens dans les entreprises ont dit, mais on n'a plus de rentrée d'argent, on n'a plus de chiffre d'affaires du tout, on est à zéro. J'étais hier avec des PME, bon, on est avec vraiment le côté concret. Hier, une PME de production de produits associés au tourisme français qui est implantée sur plusieurs territoires, elle a fait 8 € de chiffre d'affaires hier. C'est quelque chose d'insensé. C'est-à-dire quand vous êtes en train de regarder sur son chiffre d'affaires journalier, elle est sur 10 à 50 000, 100 000 euros. Ça fait plusieurs jours qu'elle est à entre 3 et 10 € de chiffre d'affaires par jour. Cette PME, je prends vraiment cet exemple très concret, elle a 30 salariés, elle ne peut pas payer. C'est simple, elle ne peut pas payer. Et donc là, la question du chômage partiel, c'est de dire, oui, il faut à ce moment-là qu'on empêche l'effondrement complet pour quand ça va repartir, et qu'on permette à ces entreprises de continuer d'exister. Alors, là, de ce point de vue, on va être très, très clair. On a, on va dire, du point de vue du déroulement, 3 phases. La phase 1, elle est derrière nous. Donc, c'est pour ça qu'Yann vous disait, c'est une crise qu'on a vécue. C'est la crise sanitaire dans laquelle on était confinés, tout était arrêté. La phase 2, c'est celle qu'on est en train de vivre. C'est celle du déconfinement, du redémarrage, la chaîne qui redémarre. Attention, on a du redémarrage pour certains, du redémarrage poussif. Alors, pour certains, il n'y a pas eu d'arrêt. Pour certains, on a un redémarrage très fort. Pour énormément, c'est du redémarrage poussif. Pour certains, encore, et peut-être parmi vous, c'est encore la phase 1, c'est-à-dire c'est toujours à l'arrêt complet. Quand je vous dis une entreprise que j'avais, les entreprises, on avait plusieurs PME hier au téléphone, quand les boîtes vous disent j'ai 8 € de chiffre d'affaires par jour, ils sont toujours en phase 1. Ils ne sont pas en phase 2. Et donc là, surtout, pas se tromper par rapport à la situation qu'on peut avoir. La phase 3, ça va être celle de l'automne. La phase 3, ça va être quoi? Ça va être le moment où on va dire maintenant, il faut qu'on revienne dans des conditions normales. Et les conditions normales, ça va être que, notamment, l'intervention de l'État, qui, je le répète, est une intervention juridique. Je crois qu'il faut insister, insister, insister sans cesse. L'État ne peut pas donner plus qu'il a. Quand aujourd'hui, l'État fait des chèques, il fait des chèques avec de la richesse du pays. Si le pays produit plus de richesse,
l'État ne peut rien faire. Sinon, ça fait longtemps que en Afrique ou en Amérique latine, on aurait redémarré l'économie avec l'État qui ferait des chèques. Les Argentins, malheureusement, ont essayé, ça ne marche pas. Hein. Donc, lorsque vous êtes là uniquement dans le domaine juridique, symbolique, l'État dit « j'essaie de vous maintenir juridiquement en vie », mais bien sûr, ça peut pouvoir redémarrer que quand vous recréez de la richesse. Quand on recrée de la richesse, c'est-à-dire la phase 3, celle de l'automne, là, pour le coup, il faudra rentrer à nouveau dans des conditions normales, notamment des conditions dans lesquelles l'État n'intervient pas artificiellement, parce que quand l'État intervient, il fausse la concurrence. Et là, vous pouvez avoir des secteurs qui vont être aidés, des pays qui vont plus aider des secteurs que d'autres. Et donc, là, on se retrouve dans quelque chose qui peut mettre, on va dire, un désordre absolu dans l'économie, donc dans lequel on sait bien qu'il faudra absolument mettre fin. Il faudra dire, on sort de cette perspective où, par exemple, l'État paye les salariés. Ce n'est pas possible de durer comme ça de manière indéfinie. Donc ça, ce sera la phase 3, ça va être la plus compliquée. Je crois que vraiment, il faut avoir conscience pour ceux qui sont en phase 2, ceux qui sont encore en phase 1, ils vous disent, non mais là, nous, on est, la question, est-ce qu'on va rester en vie? Sur la phase 2, vous êtes en train de redémarrer, un peu de chiffre d'affaires. Donc là, quand il y a eu des questions qui m'étaient posées, oui, le commerce, évidemment, est premier impacté. Dans notre région, le tourisme est impacté de manière extrêmement forte. Dans notre région, nous avons aussi tout ce qui peut être associé, par exemple, à la question des transports. Donc, bien sûr, les transports eux-mêmes, mais la fabrication d'Airbus est encore aujourd'hui quasiment en phase 1 et entre phase 1 et phase 2. Et donc, ça veut dire encore là, je dirais, le moteur qui tourne sur un cylindre au lieu de 4. Quand on va être en phase 3, par exemple, on va retrouver les problèmes Airbus-Boeing, si on reprend des questions internationales, en disant l'État français ne peut pas continuer à payer les salariés d'Airbus, même lorsqu'on recommence à refabriquer et revendre des avions. Ce n'est pas possible. Donc là, on va avoir ce moment qui va être compliqué et auquel vous devez vous préparer. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aides en phase 1 et en phase 2, tout le monde a accepté de les mettre en place parce que comme tout le monde est confronté au principe, donc on voit les États-Unis qui ont quelque chose d'absolument dingue. On dit on fait un premier plan de 2000 milliards de dollars, puis un deuxième plan de 2300 milliards avec des interventions de la Fed, de la Banque centrale, de 100 milliards par jour. Juste pour mémoire, hein, juste pour avoir bien l'idée, 100 milliards, c'est la totalité, 100 milliards de dollars d'aujourd'hui, c'est la totalité du New Deal de Roosevelt sur 8 ans. Là, on a été des interventions de la Banque centrale américaine qui sont montées jusqu'à 150 milliards par nuit, par jour. C'est-à-dire, c'est des choses absolument incroyables qu'on n'a jamais vues jusque-là. Le but, c'était empêcher l'effondrement du système avec évidemment des dysfonctionnements qui vont se poursuivre ensuite. Mais on est avec cette situation encore, on va dire, jusqu'à la fin de l'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce à quoi vous devez vous préparer quand vous êtes une petite structure, petite entreprise, c'est un risque de tension forte entre septembre et décembre. Je crois vraiment qu'il faut insister là-dessus. Vous devez vous préparer à des risques de crise de liquidité à ce moment-là, par exemple, à des problèmes de chiffre d'affaires encore faibles à ce moment-là, alors qu'il n'y aura plus d'aide ou il y aura moins d'aide. Donc, ça veut dire qu'on doit essayer de tirer le maximum d'aide aujourd'hui. Vous voyez, le message, on a essayé de le faire passer, par exemple, par le réseau des experts comptables sur l'ensemble de l'économie française, du tissu des PME, parce que ce sont les PME qui vont être le plus exposés. Les grands groupes, eux, ont des avantages d'aide qui ont été beaucoup plus formels et des capacités de redémarrage dans la phase 3 qui seront beaucoup plus fortes. Le tissu des PME, PMI, à la limite, peut avoir même des mauvais réflexes. C'est-à-dire, par exemple, les chefs d'entreprise qui vont dire « je ne prends pas l'emprunt parce que l'emprunt que me propose une banque, quand la banque vous le propose, je ne prends pas parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le rembourser. » Là, dans la phase où nous sommes, vous prenez tout ce que vous pouvez parce que nous sommes en train de prendre des aides qui ne sont pas des aides normales. Aux États-Unis, même le terme a déjà été envisagé en disant on donne 550 milliards pour le tissu des PME, PME, hein, donc 550 milliards, hop, mis sur la table, en disant ce sont des emprunts transformables en subventions. C'est-à-dire, en clair, c'est possible que les entreprises n'auront pas à rembourser ça. Pour être très clair, là aussi, la décision se prendra en phase 3, c'est-à-dire à l'automne, en disant il est possible que des emprunts ne seront pas remboursés. Mais on ne vous les accordera plus à ce moment-là. Je crois vraiment, vous voyez, il faut marteler ça, que vous compreniez bien que là, c'est le moment où il faut vous bouger un maximum. Vous, ceux qui vous représentent, les CCI sont très importantes. Les politiques doivent être des relais très importants pour les entreprises sur le terrain. Pour dire, là, on est dans la phase où on peut mettre en place des aides pour maintenant et pour la période de l'automne.
parce qu'à l'automne, là, pour le coup, quand on va revenir en phase normale, ce sera plus possible d'avoir des nouvelles aides qui apparaîtront. C'est là où on risque d'avoir le maximum de casse, où les faillites, cette fois-ci, là, réapparaîtront. Parce que, effectivement, les aides un peu incroyables que nous avons eues, nous ne les aurons plus, entre guillemets, autorisées. Parce que si on les autorise encore, en fait, on prolonge la phase 2 et on ne peut pas relancer en phase 3, sachant que la phase 3, c'est celle qui précède la phase 4, comme vous pouvez en douter. La phase 4 qu'on estime possible début janvier, c'est une croissance mondiale qui serait de plus de 4,5%. Plus de 4,5%, c'est une croissance au niveau mondial qu'on n'a pas vue depuis 25 ans. Je crois qu'on doit avoir conscience qu'on va avoir un effondrement de croissance comme on n'a jamais vu, ou à la limite pendant la crise de 29, mais encore. On peut être sur une contraction à moins 5%, moins 4% de l'économie mondiale. On n'a jamais vu ça. Mais ensuite, on va avoir une reprise de croissance très, très puissante en 2021. Donc, quelque chose là aussi qu'on n'a pas vu jusque-là. Ça veut dire pour le tissu des petites, moyennes entreprises, il y aura cet aspect-là, peut-être avec un peu d'inertie d'ailleurs, parce que vous le sentirez peut-être mois de janvier, février, mais ce redémarrage puissant auquel il faut se préparer, tout simplement en restant en vie. Pour rester en vie pendant l'automne, il faut le préparer maintenant. Donc la question de la liquidité, la question de la manière dont on négocie par branche avec des représentants d'entreprises. En parlant, là, les entreprises que je vous évoquais hier, on avait réuni des entreprises qui sont toutes entre les mailles, c'est-à-dire qui n'ont pas d'aide en ce moment, qui n'ont même pas les 1 500 € d'aide qui sont accordés quand vous avez la baisse de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien reçu. Donc, on est en train de dire ces boîtes, elles vont fermer si on ne les aide pas. Donc là, on est encore dans la phase où on peut le faire. On est d'accord que c'est quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose de juridique, mais c'est quelque chose d'absolument capital pour maintenir un tissu économique sur des territoires comme le territoire de notre région. Donc là, on est dans cette phase qui est une phase réellement capitale parce que la phase critique, elle nous attend à l'automne. Et j'insiste bien là-dessus, c'est l'automne qui va être compliqué. On commence déjà à voir un certain nombre de choses qui sont inquiétantes, mais c'est l'automne qui va être compliqué. Le but, c'est rester en vie jusqu'à décembre. Parce qu'ensuite, effectivement, on peut espérer un redémarrage. Alors évidemment, là, ceux qui auraient une vision négative vont dire qu'est-ce qui se passe si le Covid repart? Oui, évidemment. Alors là, c'est une catastrophe encore plus phare. Ou qu'est-ce qui se passe si la Chine envahit Taïwan au mois de décembre, qui n'est pas du tout une hypothèse absurde par rapport à ce qu'on voit en termes de… ou qu'est-ce qui se passe si les États-Unis sont complètement paralysés par des émeutes dans toutes les villes. Donc tout ça, évidemment, ce sont des chocs externes complémentaires qu'on pourrait avoir. On est quand même dans l'idée que c'est tellement compliqué d'un point de vue économique qu'on peut penser quand même qu'on aura, je dirais, une certaine sagesse de l'ensemble des pays du monde qui commencent à mesurer ce que veut dire la crise qui est la nôtre. On peut penser aussi, et on peut espérer, que ce que l'on constate du point de vue sanitaire, c'est bien un recul, on va dire, de tout ce qui peut représenter aujourd'hui un risque de redémarrage ou un risque de redépart de la crise sanitaire. Alors, Yann, je sens que vous réapparaissez. Et oui. Donc, normalement, j'ose presque mettre ma caméra, mais j'ai peur de vous perdre. Allez, je la mets. Ah, eh ben voilà. Différemment, mais c'est bien moi. Hein, donc, je me recoupe de problème. Peut-être, Yann, on y va sur les questions, puisque le but aussi, c'est répondre aux interrogations qu'on peut avoir. C'est ça le but. Donc, je prends la question de Eric, qui a suscité pas mal de likes, on va appeler ça comme ça. La crise sanitaire n'a-t-elle pas été surestimée quand on regarde le nombre de morts et l'impact économique et financier gigantesque? L'impact économique, vous venez d'en parler. Le nombre de morts, on va peut-être finir en France à 30 000 morts pour une mortalité en France annuelle qui est de 600 000 décès. Ça veut dire 5% de surmortalité finalement. Alors, regarde, donc évidemment, je ne suis pas ici expert sanitaire, donc vous savez que les experts sanitaires sont devenus absolument capitaux aujourd'hui. Mais à la limite, c'est même plus le problème. Je vous dirais, maintenant, peut-être on va commencer à réfléchir en disant qu'est-ce qu'on fait si ça réapparaît? Est-ce qu'il faut confiner toute la population, arrêter l'économie? Tout ça, ce sont des questions qui vont se poser, mais sincèrement, ce n'est plus nos problèmes aujourd'hui quand vous êtes dans le problème économique. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que c'est peut-être plus important, vous voyez Yann, par rapport, et c'est bien que je sais bien que ces questions se posent, etc. Il y avait qu'à, etc. Tout ça, c'est le passé. On se tourne vers le présent, vers les entreprises et les chefs d'entreprise qui nous écoutent. C'est ça la vraie question. Vous voyez, par exemple, je vois, hein, Yann, je fais votre boulot, mais je vois Sandrine qui dit toutes les aides, même s'endetter,
car il faudra rembourser. Là, en ce moment, si on vous propose de la dette avec des taux d'intérêt très faibles ou quasi nuls, vous prenez pour mettre du cash de côté. Vraiment, là, en ce moment, vous êtes dans le bateau qui se prépare à la tempête de l'automne. Hein, donc là, je crois vraiment, vous voyez, quand vous êtes aujourd'hui, et il faut regarder le système bancaire, et quand l'entreprise a des difficultés, j'ai vu dans les questions qui avaient été posées avant le démarrage, ah oui, mais est-ce qu'on ne va pas aider des entreprises mauvaises? Il vaudrait mieux aider que les bonnes. Oui, bon, d'abord, les bonnes, il faut les identifier. Les mauvaises, qui va être mauvais, jusqu'où on va être mauvais, donc du point de vue de l'approche d'après Covid, là, sincèrement, on est plutôt dans l'idée de dire aujourd'hui, quand on vous propose des aides et des emprunts, vous les prenez et vous prenez même plus. Il ne faut pas hésiter à prendre plus pour mettre aujourd'hui sur votre compte bancaire. Vous mettez sur votre compte bancaire tout ce que vous pouvez prendre. Vraiment, ayez bien conscience que quand je vous dis ça, je suis vraiment contraire avec ce que je pense sur l'approche monétaire rationnelle qu'on doit avoir dans le mode de fonctionnement d'une économie. Mais c'est normal parce que nous ne sommes pas dans une approche rationnelle. Nous sommes dans une situation qui est tellement incroyable, extraordinaire, que d'abord, ce que nous devons penser, c'est la manière dont nous allons sortir de cette situation extraordinaire. Et là, je le répète, pour toutes les PME, vous allez être exposés parce que vous n'aurez pas les relais peut-être qui conviendront dans 4 mois, dans 5 mois, quand vous allez être en difficulté. Donc aujourd'hui, on est autour de vous, on peut vous aider. Aujourd'hui, à la limite, à Bercy ou à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, on l'a vu même en Allemagne, on est prêt à entendre un certain nombre de messages. En octobre, on ne le sera plus. Donc c'est maintenant qu'il faut absolument parer contre les tempêtes de l'automne qui vont arriver parce qu'on en est sûr. Et là, surtout, ne nous leurrons pas, on en est sûr, même si ça redémarre, et on voit bien que le redémarrage n'est pas… Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce qu'on avait constaté la même chose sur la région de Wuhan, avec les quelques statistiques qu'on peut avoir, on a bien vu que ça ne repartait pas tout de suite à fond les manettes quand il y a eu le déconfinement. C'est la même chose qui se passe au niveau mondial, c'est la même chose qui se passe au niveau français. Donc, on est sur une reprise lente. Le moteur ne tourne pas sur ses 4 cylindres ou sur ses 6 cylindres s'il est très puissant. Donc, ça veut dire que là, on doit prévoir le moment où il va tousser encore et où on ne pourra plus intervenir dessus. Le capot sera refermé, il faudra à tout prix continuer d'avancer. Allez, je vous pose la question de Xavier. Comment booster la demande par la préférence économique nationale dans la consommation, les appels d'offres, à l'image des Chinois et des Américains qui font ça très bien? Alors Xavier, enfin, on va aussi réserver un tout petit peu pour la suite. Les questions sur les relocalisations, sur la demande, sont des questions qui peuvent se recouper. Ne nous leurrons pas là-dessus. Pas de baguette magique. La demande française est d'ailleurs quelque chose qui est un fond de croissance très très fort, mais qui entraîne aussi des déséquilibres sur les finances françaises et notamment sur les finances publiques à terme. Là, on dit en ce moment, dans ce système complètement artificiel, extraordinaire, on n'a pas encore d'alerte. Et je vois d'ailleurs passer, évidemment, ce qui peut être l'élément qui corrobore sur le risque sur la zone euro. Oui, oui, bien sûr, il y a un risque sur la zone euro, un risque d'explosion de la zone euro. On a eu l'alerte avec la cour de Karlsruhe en Allemagne, c'est-à-dire le fait qu'en Allemagne, on se pose la question, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ces mesures tellement extraordinaires ne sont-elles pas dangereuses à terme? Oui, elles le sont, et elles supposeront qu'on ait une organisation qui soit la plus rationnelle possible. Soyons très clairs, si aujourd'hui on n'est pas avec la zone euro, on a des conditions d'emprunt, comme l'ont connu les Italiens il y a quelques années, qui peuvent être des conditions à 10-12%, ou comme la Grèce, avec une fermeture totale des marchés. C'est la solidarité européenne qui nous permet d'avoir un mode de fonctionnement qui nous permet d'assumer ce qui se passe aujourd'hui. Je crois vraiment qu'il faut être lucide par rapport à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est préférence, évidemment, on peut l'appliquer en tant que consommateur. L'appliquer dans la loi, c'est extrêmement dangereux parce que notre équilibre dépend aussi beaucoup de ce que nous apportent les autres, l'extérieur. Et on le voit très bien avec la problématique que je vais évoquer tout à l'heure sur la Chine et sur l'apport des tourismes asiatiques. Si le tourisme français ne vit que des Français qui dépensent, on tourne en rond. Il faut vraiment être très clair. Vous voyez, le problème qu'on va avoir cet été, c'est qu'on est en train de dire qu'il faut refaire fonctionner le tourisme sur 2 cylindres avec juste les Français, peut-être un peu d'Européens si ça se réouvre vite. Mais ça, si on fait ça, ça veut dire que les gens ne travaillent plus, ils ne produisent plus de richesse. Et on se retrouve avec un risque très très fort d'avoir fait marcher le tourisme. J'étais avec des restaurateurs l'autre jour qui disaient il faut que tout le monde dépense dans les restaurants. Mais on disait oui, oui, c'est super pour les restaurants. Mais en ce moment, il faut qu'on utilise aussi notre épargne pour investir.
L'investissement, c'est la richesse de demain, les emplois d'après-demain, pour reprendre une vieille formule allemande. Donc là, l'investissement, il est capital dans la période qui vient. Alors la relance par la demande, elle est importante. La relance par l'offre, c'est-à-dire la relance de l'investissement, elle est très, très importante, d'autant plus par rapport à la phase 3 qu'on va évoquer tout à l'heure, si on est en train d'envisager un changement de modèle. Une dernière question avant de passer à la phase 2. Laurent, qui travaille sans doute dans les ressources humaines, qui dit « On prédit un fort essor des licenciements cet automne, justement pendant la phase critique que vous évoquez. Êtes-vous du même avis et pensez-vous qu'en janvier, les recrutements reprendront avec la forte croissance mondiale que vous présagez ?» Oui, absolument. On va dire je pense que les deux vont se rencontrer, ce qui veut dire qu'on va tanguer beaucoup à l'automne. Et on va tanguer aussi d'un point de vue politique, hein, parce que la montée du chômage, tout d'un coup, ça va être… Enfin, honnêtement, là, on est dans une situation dont on sent bien le caractère dangereux. Je vous disais tout à l'heure la polémique qui a commencé à Bercy sur les… Là, on est en train vous voyez, on est avec des questions techniques, quoi, en disant, mais est-ce qu'on peut parler de fraude sur le chômage partiel? Donc, c'est vraiment l'idée de dire, mais là, on empêche les licenciements, mais à un moment donné, on ne va pas pouvoir les empêcher. Et donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que vous avez, par exemple, dans les secteurs qui, dans notre Bordelais, dans notre Aquitaine, sont touchés de plein fouet, et je crois qu'il faudra reparler hein, sur la question des primeurs sur le vin, quelque chose que malheureusement on pouvait anticiper. Moi, j'en avais parlé avec des professionnels du vin tout au début de la crise en disant ça va être très compliqué les primeurs. La campagne sur le vin, par exemple, hein, vous voyez, le luxe est touché de plein fouet. Et là, ça s'avère encore plus difficile qu'on attendait. Alors là, on est en train de dire, ah oui, mais vous vous rendez compte, il va falloir qu'on licencie. Ben oui, oui, bien sûr, il y a ce risque-là. En revanche, si on est sur un redémarrage fort de la croissance mondiale, et là, pour tous ceux qui sont en train de parler retour sur la France, relocalisation, ce qui va tirer la locomotive de l'économie mondiale, c'est l'ensemble des pays hyper dynamiques en croissance. Pour être très, très clair, ce qui va tirer la croissance mondiale, c'est l'Asie. Et ça, ce n'est pas simplement parce que c'est Covid, c'est parce que c'est une tendance très lourde de l'économie mondiale, une tendance qui a commencé depuis à peu près une quinzaine, voire une vingtaine d'années, et qui va s'amplifier dans les années qui viennent. Il faut que notre wagon soit rattaché à l'Asie d'une façon ou d'une autre. Il faut qu'il soit rattaché à l'Asie d'une façon ou d'une autre. Vous démarrez de cette façon-là la deuxième partie. On va parler de l'international. Je fais petite parenthèse pour préciser à ceux qui nous auraient rejoints depuis le début. On a un problème de bande passante. Donc, on a uniquement l'image de Philippe de Sertine en photo. Pour l'animation, c'est un peu plus compliqué. De temps en temps, vous voyez, ça passe, mais c'est un peu risqué. Donc, on ne prend pas trop de risques et on va se contenter du son. Et vous pouvez poser dans l'onglet à droite vos questions. Il y répondra dès qu'on aura fini la phase 2, donc sur le sujet de l'international. Quelle stratégie d'échange, quels partenaires, quels investissements, et donc le sujet de la relocalisation qui suscite déjà des questions parmi nos internautes. C'est à vous. Merci, merci beaucoup. Donc, je repars et je vois d'ailleurs certains éléments qu'on traitera entre la deuxième et la troisième partie. Je vois par exemple la question de Denis sur l'ouverture du capital. J'y reviendrai tout à l'heure sur la troisième partie notamment, hein, puisque vous l'associez à des nouveaux investissements de nouveaux types. Sur l'international, je crois que c'est vraiment très important aussi de comprendre dans quel contexte nous sommes. Et je le dis vraiment, à mon sens, c'est quelque chose aussi de capital pour comprendre cette question des relocalisations, qui est un message politique formidable, mais qui est un leurre. Vraiment, là, je pèse mes mots, qui est un leurre. Parce que c'est effectivement quelque chose dans lequel, on va dire en termes de pouvoir d'achat pour l'économie française, surtout dans une situation de crise, on pourrait avoir une explosion négative du pouvoir d'achat si on était dans une tentation de refermer notre économie sur nous-mêmes, de faire des relocalisations qui en réalité conduiraient à une augmentation des prix absolument faramineuse d'énormément de produits que nous utilisons. Je crois que ce que nous devons comprendre, c'est que la phase de l'économie mondiale dans laquelle nous sommes engagés, je le répète depuis à peu près 20-25 ans, est une phase historique. C'est une phase de changement de leader mondial. Le changement de leader mondial, il est en cours, on va dire, dès le second mandat de Barack Obama aux États-Unis. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler assez souvent avec des responsables américains à ce moment-là. C'est quelque chose qui paraissait évident, c'est-à-dire la montée en puissance de la Chine, et je le répète, plus largement de l'Asie, a été considéré depuis longtemps par les Américains comme étant un mouvement historique qui était possible de freiner, mais sûrement pas d'arrêter. L'élection de Trump a été, de ce point de vue, on va dire, dans une droite ligne en disant on va essayer d'arrêter encore plus fort
quelque chose qui, quoi qu'il en soit, se produira. Et les négociations qui ont eu lieu entre l'administration Trump et l'administration chinoise démontrent que toujours aux États-Unis, on considère que, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui sera impossible d'empêcher. Donc vraiment, je crois que, vous voyez, c'est quelque chose que les générations d'avant nous n'ont pas vécu. On va dire, si on remonte dans le temps, hein, le changement de leader mondial précédent, c'est 1915-1945, la Grande-Bretagne qui cède sa place aux États-Unis. Donc, nos arrière-grands-parents ont vécu ça. Il a fallu 30 ans, il a fallu 2 guerres mondiales pour que ça se produise. Il a fallu d'ailleurs, c'est intéressant hein, de le dire, les États-Unis en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, refusent ce statut. Ils deviennent isolationnistes, ils deviennent protectionnistes, ils refusent un mode de fonctionnement du commerce international. Ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant parce que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, l'idée que la crise de 29 et que la Seconde Guerre mondiale provient de ça est quelque chose qui s'impose aux États-Unis. Du coup, ils construisent Bretton Woods et, avant même la fin de la guerre, et on aura les 30 Glorieuses, c'est-à-dire un développement très fort parce qu'on a un leader mondial qui s'assume. Vous notez que la Chine, l'année dernière, donc en 2019, fêtait les 70 ans de la révolution de Mao, et les grands experts chinois, là aussi, avec qui on parlait, nous disaient, en fait, il faudra 30 ans, comme pour les Américains. C'est la même chose, c'est une période trentenaire pendant laquelle il y a un changement, et eux, évidemment, ils disent comme ça, ce sera en 2049 qu'on sera numéro 1 mondial, au moment des 100 ans de la révolution de Mao. Les Chinois vous disent d'ores et déjà, le problème qu'on va avoir dans les 30 ans, c'est la montée en puissance d'un numéro 5 pour le moment qui va devenir numéro 4 très vite, puis numéro 3, puis numéro 2, c'est l'Inde. C'est-à-dire en disant, la sphère asiatique est une sphère tellement dynamique, c'est la grande sphère de population mondiale, 4,5 milliards de gens. Les États-Unis, 323 millions, on n'est pas dans la même échelle. L'Europe complète, vraiment en allant au plus large, c'est 550, 600 millions de personnes. Donc on est avec des ensembles du point de vue asiatique qui sont immenses, qui sont avec une production de plus en plus accélérée, la croissance sera là-bas. Si vous remontez plus en avant, hein, donc 1915, 1815, on a oublié où était Alésia, on a oublié ce qui se passe en 1815, hein, c'est Waterloo. C'est en fait la Grande-Bretagne qui devient vraiment le leader mondial, tout le 19e siècle, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et elle prend la place de la France, qui était un faux leader mondial, mais enfin qui a été leader mondial, on va dire, pour aller vite, 1715 et 1815. 1715, c'est la mort de Louis XIV, qui dit à son arrière-petit-fils, vous allez être le plus grand roi du monde. Mais la France n'assume pas trop ce statut mondial, hein, alors qu'elle avait pris la place de leadership mondial avec le numéro 1 mondial vrai, le seul qu'on ait dans l'histoire depuis 600 ans avant, qui était l'Empire espagnol. Lui aussi, empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Très intéressant pour parler de la fin de l'Espagne. La fin du leadership de l'Espagne coïncide avec une énorme crise économique et monétaire. L'énorme problème espagnol à partir des années 1650, vous allez dire pourquoi il remonte si loin, parce que les Espagnols ont commencé à avoir de l'or provenant des Amériques et on pensait qu'ils étaient riches parce qu'ils avaient de la monnaie. Ils ont arrêté de travailler. C'est absolument passionnant pour voir pendant 50 ans, les 50 dernières années du XVIIe siècle, l'Espagne arrête de travailler, arrête d'investir. D'abord, vous ne travaillez plus, ensuite, vous n'investissez plus, et c'est l'effondrement de la puissance espagnole. Hein, c'est-à-dire là, la question de je fais de l'argent pour faire croire que je suis riche. Vous voyez évidemment que je fais un parallèle très très fort avec notre époque en disant attention, vous êtes riche quand vous produisez de la richesse. L'argent n'est que la représentation de la richesse. On n'est pas riche parce qu'on a des taux à zéro. On n'est pas riche parce qu'on a beaucoup de monnaie. On est riche parce qu'on produit beaucoup de richesse. Et la richesse, c'est quoi? C'est ce que consomment les humains. C'est ce dont ont besoin les humains pour vivre. Et quand je dis ça, attention, dans notre période d'aujourd'hui, dont ont besoin les humains pour vivre, c'est de la production physique, c'est de la production de services. Là aussi, hein, ayant bien conscience que cette population humaine de pas loin de 8 milliards d'humains, nous sommes presque 8 milliards sur la Terre, on a une base à 11 milliards sur la fin du siècle. Donc, lorsque nous sommes sur cette base de 8 milliards aujourd'hui, c'est une base qui augmente. Pourquoi? Parce que les humains vivent de plus en plus vieux. Plus vous vivez vieux, plus ça signifie que, objectivement, vous êtes riche. Quand vous êtes riche, vous gagnez de l'espérance de vie. C'est la première représentation de la richesse. Et plus vous êtes riche, plus vous êtes en train de consommer du service. Le service, donc, est quelque chose de très, très important dont on voit que dans le PIB mondial, il prend une augmentation de plus en plus forte parce que l'humanité vieillit, parce que l'humanité s'enrichit et que par conséquent, elle a de plus en plus besoin de services. Évidemment, là, on en a une illustration parfaite avec la question de la santé. La santé est typiquement un des premiers services que recherche une humanité de plus en plus âgée et une humanité de plus en plus riche.
Donc, je crois vraiment, là, on doit bien avoir conscience que nous sommes sur une évolution qui est une évolution forte, que nous ne freinerons pas, qui même est en accélération avec un événement comme Covid. Au passage, d'ailleurs, hein, si on se projette plus longuement, nous sommes aussi à Bordeaux, qui est de tout temps une terre tournée vers l'Afrique, que l'Afrique, en termes démographiques, donc en termes d'évolution, doit être la zone dynamique du 22e siècle. La démographie africaine croisera la démographie asiatique au croisement du siècle, avec tous les problèmes structurels que ça pose, avec des problèmes économiques, politiques qui sont des problèmes extrêmement forts. Mais néanmoins, on peut penser que là, on est aussi sur une tendance qui est une tendance très, très lourde et qui supposera quand même qu'on y soit attentif. On va vite passer le siècle. On est déjà dans la 3e décennie du 21e siècle. Donc, ça veut dire que le 22e siècle, il arrivera vite. Donc là, nous sommes avec des évolutions très, très fortes. Quand on parle relocalisation, quand on parle consommer français, quand on parle… Attention, réfléchissons bien là à ce qui est en train de se passer. Réfléchissons bien que nous sommes, nous, issus de 600 ans de domination occidentale, où on disait, nous, quand on consomme chez nous, eh ben, c'est les autres qui vont s'adapter. Réfléchissons bien que la richesse, ça n'est jamais produit depuis 600 ans, va être de plus en plus produit en dehors de l'Occident. En dehors de l'Occident. C'est quelque chose qui va changer complètement les paramètres de notre société tout entière. C'est plus la philosophie d'Aristote ou de Platon qui va dominer, hein, l'Occident, la liberté, l'individu, c'est la logique asiatique qui va dominer. C'est Confucius, c'est la domination du groupe. Si vous êtes en train de regarder, vos gamins sont en train de devenir eux aussi un peu des philosophes asiatiques. Quand ils vous parlent de la fin de la propriété, quand ils vous parlent de la communauté, typiquement des choses qui sont à fond sur le numérique, vous êtes aussi dans une migration de la pensée vers une pensée qui est une pensée beaucoup plus proche de la pensée asiatique. Ce qui se passe sur le numérique et digital, sur l'univers de l'Internet, est beaucoup plus en phase avec la pensée et la philosophie traditionnelle de l'Asie qu'avec la pensée et la philosophie traditionnelle de l'Occident. Nous sommes bien dans ces grands mouvements-là. Toujours pareil, on peut le regretter, on peut s'énerver, on est dans quelque chose qu'il va falloir gérer. Donc, ça veut dire effectivement que l'Occident, ce n'est pas une catastrophe. Le reste du monde a été dominé par l'Occident pendant 6 siècles et a réussi à préserver son identité. L'Occident, dont nous faisons partie, devra préserver son identité en étant minoritaire. Et je le répète, nous voyons déjà cette problématique dans la confrontation avec la Chine. Alors, peut-être là, par rapport à l'aspect international, vraiment, évoquons la question européenne. Donc, je crois que là, lorsque nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, nous allons avoir des élections aux États-Unis, mais nous sommes avec une situation très préoccupante aux États-Unis, hein, quelque chose effectivement qui est de l'ordre d'une déstabilisation. Je le disais tout à l'heure, on est très très attentif à ça parce que là, pour le coup, ça peut avoir des conséquences économiques. Les États-Unis sont toujours la première puissance économique du monde, qui sort d'un confinement et qui peut donc avoir une crise politique grave juste derrière, qui serait extrêmement plus qu'ennuyeuse, extrêmement préoccupante. Donc la question qui se pose maintenant, c'est la question européenne. La question européenne, elle est centrale parce que l'Europe doit avoir une réflexion, doit avoir une stratégie, et nous devons porter cette réflexion et cette stratégie quand nous sommes dans les territoires. L'Europe, c'est d'abord, je vous le rappelle, bien sûr les pays, mais le mode de fonctionnement européen, le mode de fonctionnement dans son, on va dire, dans les différentes décisions qui sont prises, et je peux vous dire vraiment pour travailler beaucoup en ce moment sur les questions du Green Deal, l'approche de l'Europe, c'est une approche par région. C'est d'abord comme ça qu'on raisonne. C'est d'abord l'approche des régions d'Europe. Donc, nous sommes avec cette réflexion qui doit être une réflexion sur laquelle nous pensons notre futur, nous pensons des interventions et nous pensons notre lien avec l'Asie. Au passage, oui, vous voyez, la question, par exemple, de la Russie va se poser parce que la Russie est la frontière terrestre de l'Europe avec l'Asie. La Russie est accessoirement, ce n'est pas du tout accessoire par les temps qui courent, mais la grande réserve d'énergie de l'Europe, mais c'est aussi notre frontière terrestre avec l'Asie. Donc on est bien dans quelque chose sur lequel il doit y avoir une réflexion. L'Europe est en train de bouger très fortement. Ce qui s'est passé avec le plan de financement et le plan d'emprunt franco-allemand, ce qui est un problème, que ce soit que franco-allemand, mais c'est quand même quelque chose aussi qui est très, très important. Je vous assure, à Bruxelles, alors là, quand on est loin, quand on est dans son entreprise à Bordeaux, tout ça vous semble parfois un tout petit peu détaché du monde réel. Mais en réalité, nous sommes bien avec une évolution très, très importante qui nous amène sur des questions comment on va avoir un investissement européen, comment on va penser une logique européenne par rapport aux investissements qu'on va pouvoir faire. Cette question-là, elle est devant nous avec l'idée aussi
qu'il peut y avoir une vision positive, il peut y avoir une vision négative, juste, et je conclus comme ça, Yann, en disant, bien sûr que nous avons une interpellation sans arrêt à Bruxelles en ce moment, c'est de dire que, on va dire, les grands pays du sud du Rhin ont été les plus touchés par Covid. Ce sont eux qui ont eu la plus forte mortalité. Ce sont eux qui ont les finances publiques les plus dégradées, avec des grosses interrogations par rapport à l'euro. Et je parle là très clairement, Italie, Espagne, France. Ce sont eux, et là évidemment c'est quelque chose d'extrêmement grave pour la suite, qui vont être les plus touchés par le non-redémarrage touristique, qui dépend du point de vue du PIB, du tourisme. Et donc évidemment là nous avons quelque chose qui peut être grave du point de vue européen. Simplement, ce qui est aujourd'hui en jeu dans l'Europe, c'est de dire faire exploser l'Europe pour toute l'Europe, c'est une catastrophe. Dans ce qui est en train d'arriver, dans les grands changements qu'on évoquait ou dans la crise à très court terme que nous traversons, c'est encore plus catastrophique. C'est comme ça que Angela Merkel a pris cette décision très forte après Karlsruhe, après la décision de sa propre Cour de justice. Donc on est aujourd'hui dans un moment grave dont on sent bien que les décisions que nous prenons sont des décisions qui vont nous engager dans les 6 mois, vont nous engager dans les 6 ans. Et donc là, voilà, c'est là, je pense, le contexte global international dans lequel nous sommes. On doit avoir cette idée-là quand on est en train de parler relocalisation. Relocalisation, ça veut dire l'investissement. L'investissement, on ne peut pas tout faire et on a besoin de cet aspect-là. Yann, allez-y, j'ai parlé trop longtemps. Non, non, pas de souci. Plusieurs questions justement sur le sujet de la relocalisation. Vous avez commencé à évoquer le sujet, mais est-ce envisageable, souhaitable et surtout, si on doit le faire, c'est comment? Voilà, c'est Stéphane qui vous adresse cette question. Donc, je crois qu'on a vu un certain nombre de faiblesses dans notre approche, de faiblesses stratégiques. Par exemple, le fait qu'on ne soit pas capable de produire des masques tout de suite, le fait qu'on ne soit pas capable de produire, là peut-être j'insiste encore plus, des tests tout de suite. Ça veut dire que nous avons notre industrie chimique est un des phares de notre monde industriel. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'on n'ait pas une réflexion stratégique sur ce problème de crise? Sincèrement, le plus grand danger va être de chercher à extrapoler les problèmes qu'on a eus pour répondre aux problèmes qu'on aura demain. La définition absolue que vous devez avoir tous et toutes à l'esprit, aussi bien dans votre entreprise, dans votre monde professionnel que quand on réfléchit globalement, c'est que par définition, quand vous répondez à la crise qui vient de passer, vous êtes en train de vous planter sur la suivante. Par définition, quand vous construisez la ligne Maginot en 1938, vous êtes en train de vouloir gagner la guerre de 14 et vous allez perdre la guerre de 40. Par définition, il faut s'extrapoler sur l'une des relocalisations capitales. L'un des investissements que doit faire l'Europe, c'est sur les vecteurs de croissance de demain. Là où nous avons un énorme problème, c'est sur le cloud. Là où nous avons un énorme problème, c'est sur l'algorithme. Là où nous avons un énorme problème, c'est sur Amazon, Google. Les Chinois ont fait, je dirais, la concurrence. On dit on va construire des entreprises comme Alibaba qui vont concurrencer les Américaines. Nous n'en avons pas en Europe. Et ça, c'est simple, c'est mettre de l'argent là-dedans. C'est pas être en train de dire, ah bah oui, il va falloir sauver à tout prix. Oui, la filière automobile, parce qu'on ne peut pas la laisser mourir d'un seul coup, ce serait extrêmement grave. Mais c'est extrêmement préoccupant que nous ne soyons pas sur, en réalité, les principaux vecteurs de création de richesse du 21e siècle. Ça, c'est ce sur quoi on doit se positionner. Relocalisation, oui, à fond, si on est en train de faire revenir des gens qui travaillent notamment sur ces questions-là et qui sont évidemment des éléments extraordinairement dynamiques. SpaceX, c'est Tesla. Tesla, c'est incroyable que les Européens n'aient pas un Tesla. Daimler, avec qui, par exemple, j'avais travaillé à un moment donné avec les patrons de Daimler qui nous disaient, pour qu'on soit concurrentiel de Tesla, il va falloir qu'on accepte de ne plus construire des voitures. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire aller très très loin dans la remise en cause. Ça ne veut pas dire relocaliser les boîtes de vitesse. Enfin, si vous permettez de parler d'un sujet que je sais très douloureux sur notre territoire avec Blanquefort, mais c'est de dire, je me projette sur l'avenir. Je ne suis pas en train d'essayer de résoudre les problèmes des crises passées avec des décisions qui sont passéistes. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est qu'on ait une vraie dynamique par rapport aux éléments de croissance, de vecteurs d'activité de demain. Je le dis, j'insiste, parce que malheureusement, c'est quelque chose du point de vue politique qui est très difficile à faire passer aux citoyens. Les citoyens sont dans le présent, et une grande partie du présent, c'est un regard dans le rétroviseur. Jamais on a eu autant besoin de casser le rétroviseur. Une question de Philippe. Le développement de l'actionnariat salarié peut-il aider l'entreprise à relocaliser et à gagner en compétitivité? Philippe, vous êtes obsédé par votre relocalisation. Actionnariat salarié, donc il faut être très très clair sur l'actionnariat, il faut arrêter là aussi. Vous voyez,
vraiment, il faut se dire que par rapport, donc c'est la dernière partie Voilà. qu'on va aborder tout à l'heure, par rapport à ce qui arrive, il faut que vous disiez que vos logiciels d'avant ne marchent pas. À quoi ça sert l'actionnariat quand on va rentrer? Économiquement, ça sert à quoi l'actionnaire? Ça sert à prendre les pertes. Si vous n'avez pas d'actionnaire, vous vous financez par la dette. Le principe de la dette, c'est justement que vous ne pouvez pas prendre de pertes parce qu'une dette, on doit la rembourser à 100%. La différence entre une dette et une action, c'est que l'action, elle prend la perte quand vous perdez de l'argent. C'est-à-dire, c'est elle qui prend le risque. Si vous êtes en train de dire l'actionnat salarié, super, vous êtes en train de penser, ah ouais, comme ça, on va distribuer des dividendes. Non, vous êtes en train d'expliquer au salarié que lorsqu'il va être rémunéré, il va être rémunéré par du capital, mais que quand ça ira pas bien, c'est lui qui prend la perte. L'actionnariat salarié, pardon, Général de Gaulle, quand vous l'avez mis en place dans les années 60, mais là encore, on était dans une période, vous voyez, où on était en fin de grande innovation, de bouleversement, où on pouvait dire, ça y est, on commence à rouler dans une économie qui tourne et dans lequel, en fait, il n'y aura pas beaucoup de risques, ou les risques sont beaucoup moins forts que ce qu'on a connu depuis l'après-guerre. Mais quand vous êtes là, vous dites, bah oui, il faut que tout le monde partage le dividende. Quand vous êtes en train de dire, il va falloir partager le risque, c'est-à-dire la perte de votre épargne, ça, c'est une autre question. Et donc, la vraie question par rapport aujourd'hui, c'est de dire ce que l'on doit arriver à absolument obtenir, c'est faire rentrer massivement du capital dans des tissus PME, PMI, massivement du capital avec probablement des vecteurs différents de ceux qu'on avait jusque-là, qui étaient des vecteurs dans une innovation plate, si vous me permettez cette horrible expression, c'est-à-dire une innovation qui a été très faible depuis 40 ans, je dirais par rapport à ce qui nous attend et par rapport à ce qu'on avait connu avant. On va rentrer dans une innovation beaucoup plus forte. Et là, pour ça, on a besoin de capitaux qui vont prendre du risque, qui vont prendre du risque très fort, c'est-à-dire qu'ils vont perdre beaucoup. Et ça, l'actionnariat salarié ne doit surtout pas être considéré comme la solution, parce que c'est la meilleure solution aussi pour laisser penser aux salariés qui vont être les dindons de la farce, parce qu'ils vont perdre beaucoup quand tout d'un coup on va avoir du risque. On va attaquer sur la dernière partie. Je précise aux internautes qu'il y a un onglet sondage sur la droite. Nous avons posé quelques questions pour connaître votre approche de la crise et votre vision. Donc, n'hésitez pas à poser quelques clics pour nous dire comment vous réagissez. Philippe de Certine, donc la troisième partie, on va parler de ce que beaucoup ont appelé le monde d'après. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite vers de nouveaux modèles? Quels sont les signaux à regarder de près? Et surtout, quels sont les changements à attendre et peut-être la nouvelle croissance aussi qu'on peut peut-être envisager? C'est à vous. Merci. Donc, je reste toujours sans caméra alors que j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux là. Mais enfin, là, je crois que nous avons deux éléments qu'il faut avoir à l'esprit par rapport au monde d'après. Deux éléments très concrets. Le premier, c'est celui sur lequel on est en train de travailler un peu partout en ce moment, c'est la question du télétravail. Le télétravail, c'était quelque chose que l'on savait être une solution, mais tout d'un coup, on a là très, très, très concrètement quelque chose qui s'avère être une révolution à très court terme. En clair, le télétravail, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein d'inconvénients. Mais ça veut dire, un, que vous avez une diminution très, très forte de la pollution par le fait de la diminution des transports associés au fait que vous alliez dans des entreprises de services tous les matins et revenir tous les soirs. Que deux, ça libère du temps. Alors, pas forcément du temps de loisir, et donc là, on est d'accord que ça pose un certain nombre de problèmes, mais du temps pour les salariés. Et en tout cas, ça leur permet d'avoir éventuellement une diminution des pertes de pouvoir d'achat. Vous voyez, quand je dis diminution des pertes de pouvoir d'achat, on est très, très clair, du vocabulaire de crise. Ça veut dire que vous pouvez habiter dans des endroits qui coûtent moins cher. Jusque-là, vous étiez obligé d'habiter dans des endroits qui coûtaient cher parce que l'activité, notamment de service, était concentrée. Que vous pouvez économiser du point de vue du temps de transport, vous pouvez économiser du point de vue du temps, notamment des gardes d'enfants. Donc, tout ça vous permet, à salaire identique, d'avoir éventuellement du pouvoir d'achat supplémentaire. On est là dans quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est absolument capital. C'est-à-dire, c'est la révolution technologique qu'on est en train d'évoquer avec plein de perspectives en disant oui, ça va être des voitures électriques, machin. Non, ça peut être beaucoup plus radical. Et on ne fonctionne plus du tout pareil. Ça veut dire que les villes de demain, peut-être, non, pas peut-être, à coup sûr, ne sont absolument pas celles qu'on envisage aujourd'hui et telles qu'on les envisage, telles qu'on se projette aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un seul coup, et là je suis en train de vous parler de cas très concrets, à la Défense, des étages entiers des tours de la Défense en ce moment qui se retrouvent avec suppression des baux. C'est-à-dire, en clair, les entreprises qui louaient des plateaux sont en train de casser leurs contrats. Donc là encore, je vous parle de questions très concrètes. Là, 5 plateaux dans une des plus grandes tours de la Défense, l'entreprise a dit, grande entreprise française, en disant j'arrête, je bascule sur les télétravail. On va avoir une approche complètement différente. On va avoir besoin d'un seul plateau et encore sans doute une moitié. Télétravail en partie avec des rendez-vous, etc. Mais avec nos salariés, ça va être compliqué, mais on part vers ça.
Donc, je crois que vraiment là, on est dans quelque chose de très, très concret, avec quand vous tirez la bobine, tout d'un coup, vous vous rendez compte de tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire, à Courbevoie en ce moment, la mairie est en train de dire, mais vous vous rendez compte là que j'ai tout un tissu de restaurateurs, d'entreprises, de services autour des Tours de la Défense qui tout d'un coup peut se retrouver sans boulot. Donc c'est ça qu'on est en train d'évoquer. C'est-à-dire, c'est des changements d'une intensité incroyable, je dirais presque d'une brutalité incroyable, qui sont là demain. Quand on est en train de dire le monde d'après va être différent, soyons très clairs, ça veut dire aussi que par rapport au monde d'avant, c'est des changements d'une profondeur absolument inouïe et avec des conséquences absolument incroyables. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler là-dessus. Par exemple, moi, je travaille aussi avec les représentants d'entreprises françaises, moyennes et petites, et on est en train de travailler là-dessus. Et à chaque fois, les gens vous disent, mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Alors, la seule chose, c'est que quand au mois de janvier, on aurait dit ça, on aurait dit, vous vous rendez compte, ce n'est pas possible. Et là, tout d'un coup, vous avez eu une expérience. Et c'est là où, évidemment, il faut dire, Covid, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, c'est d'abord une expérience qui risque d'avoir des conséquences positives, c'est-à-dire des conséquences non négatives, donc pour des années et des années. C'est que tout d'un coup, là, on a dit, on change le logiciel et ça marche. Quand je dis ça marche en bricolant, parce qu'il n'y avait rien de prêt, là, ce qu'on a aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des bandes passantes qui ne sont absolument pas aménagées, avec des outils qui ne sont absolument pas aménagés, avec des logements qui ne sont absolument pas aménagés, avec des organisations du travail qui ne sont absolument pas préparées. Rien n'était prêt et pourtant, ça a marché. Et pourtant, les gens ont dit, bah, à la fin, on finit quand même par refaire quelque chose qui fonctionne. Et là, aujourd'hui, quand on est en train de dire, vous avez une partie non négligeable, hein, des gens à l'ancienne qui disent, non, non, mais quand même, il faut que ça revienne. Non, non, soyons très clairs, ça ne reviendra pas. On en est aujourd'hui quasiment sûr, ça ne reviendra pas en arrière. Et les entreprises les plus, évidemment, en pointe sur les changements, de type Netflix, ou d'autres d'ailleurs, peut-être plus petites, hein, mais en tout cas Facebook, etc., sont en train de dire, on bascule sur le full télétravail, 100%. Vous voyez, pour travailler avec des grandes institutions et des grandes administrations, notamment à Bercy, ah non, on n'est pas prêt à ça. En disant, mais vous ne vous rendez pas compte? Non, on n'est pas prêt. Et puis, les questions de confidentialité, ce n'est pas gérable. Non, non, stop. C'est gérable. C'est de l'investissement. C'est-à-dire que là, il va falloir que tu bouleverses complètement ton approche par rapport, effectivement, à quelque chose qui va changer la société de A jusqu'à Z. Le grand changement de la petite Thunberg, notre petite Suédoise, qui était en train de plaider aux Nations Unies ou devant notre chambre, là, tout le monde applaudit en disant super, formidable, oui, oui, très intéressant. Ah oui, d'ailleurs, j'ai des petits Greta Thunberg à la maison. Hein, j'ai un gamin de 15 ans, il me dit la même chose, il faut qu'on change, etc. Tout ça, c'est de la théorie. Tout d'un coup, c'est devenu de la pratique. Donc là, je crois qu'on doit bien avoir conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et dans la croissance que nous allons connaître, on ne pourra pas mésestimer ces effets-là, qui sont des effets formidablement positifs parce que l'investissement va être concentré vers tout ce qui va être assumer le changement et qui sont des effets incroyablement positifs parce que incroyablement potentiellement suscitant une croissance qui serait une croissance beaucoup plus vertueuse. Une croissance, par exemple, consommant beaucoup moins d'énergie. Et surtout, alors, je ne veux pas rentrer dans le débat parce qu'on n'a pas le temps hein, sur le digital qui consomme de l'énergie. Oui, oui, mais si vous n'avez plus d'automobile, plus de train, plus de métro, etc., tous les matins, mais vous êtes en solde incroyablement positif. Et en plus, le digital peut consommer de moins en moins, alors que métro, train, machin, électricité, quand vous la produisez, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, bref, là, on est bien dans quelque chose sur lequel vous avez une amorce absolument extraordinaire. Deuxième fait capital issu de Covid, je crois qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'impression de monnaie que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure. Là, vous avez des questions inflation, déflation, est-ce qu'il va falloir rembourser la dette? Oui, oui, non, mais vous avez raison dans ce que vous pressentez avec bon sens. On a un vrai problème sur la question monétaire. On l'avait avant. On l'a depuis à peu près 30 ans, depuis le milieu des années 90. La masse monétaire mondiale qui normalement était à peu près reliée au PIB, c'est-à-dire à la production de richesse, elle s'en est déliée complètement. On est à 240 000 milliards de dettes aujourd'hui du point de vue mondial, alors qu'on a un PIB mondial à 90 000 milliards. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, évidemment, avec Covid, on est rentré dans une accélération encore plus forte. Ça veut dire que du point de vue monétaire financier, on sent bien que là, il va y avoir aussi accélération dans la manière de changer l'environnement. Alors là, vraiment, j'insiste par rapport à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, et notamment les entreprises de petite taille qui peuvent m'écouter. Ce vers quoi on va, de manière très, très vite, c'est-à-dire dans vos négociations avec les banques, dans vos négociations avec ceux qui vous financent, quand vous cherchez du capital, ça va être de plus en plus une représentation de la performance qui sera non monétaire. La représentation non monétaire, c'est de dire que, on a un problème sur la monnaie. Et le problème sur la monnaie, vous commencez à le ressentir. J'ai vu des questions en disant, à titre personnel, est-ce que je dois garder du cash? Est-ce que je dois garder de l'argent? Où est-ce que je dois placer mon argent?
Est-ce que je dois le remettre dans les marchés actuellement? J'ai l'impression que les marchés, on va dire, sont pas totalement fous parce qu'ils sont totalement rationnels. C'est vers eux qu'arrive la liquidité qu'on crée. Donc, effectivement, ça fait monter les marchés. Aujourd'hui, c'est les banques centrales qui font monter les marchés. Donc, si vous avez envie de profiter à court terme des banques centrales, vous allez sur les marchés financiers. Mais ici, nous sommes dans une situation où on essaie de regarder à plus long terme en disant dans quoi je dois investir dans la nouvelle création de richesse. La création de richesse, je la représente comment? Comme jusqu'ici, en disant j'investis tant d'euros et j'espère avoir un retour de tant d'euros. Non, non, attention, l'euro, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que représente un dollar? Comment on se positionne? Ce que nous avons de plus en plus, c'est le retour de ce que l'on va appeler les indicateurs d'impact. En fait, le retour à la réalité économique du terrain, qui est quelque chose de normal quand on vit une révolution technologique. Et là encore, je répète, là, ce qui va rester de Covid, c'est que la révolution technologique s'accélère. C'est que le changement dans le mode de fonctionnement va s'accélérer de plus en plus. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans ces moments-là, comme la référence monétaire déjà est compliquée, elle l'est encore plus quand vous avez créé de la monnaie complètement dissociée de la richesse, et donc avec une vraie question à long terme sur que vaut un investissement, qu'est-ce que ça représente. Bon, alors, vous pouvez le mettre dans l'or, vous achetez des maisons, ça c'est évidemment le truc que j'achète du concret, ou alors vous investissez dans quelque chose qui vous dit, voilà ce que ça apporte aux humains pour de vrai. C'est là-dessus qu'on travaille du point de vue des indicateurs d'impact, du point de vue financier, du point de vue notamment européen. C'est en disant, c'est ça l'élément en fait dans lequel il faut investir aujourd'hui. Je renvoie toujours, si vous avez besoin, si ça vous semble un tout petit peu abstrait tout ce que je vous raconte là, au film The Social Network, qui est un film hollywoodien sur la création de Facebook. Typiquement, quand vous êtes old school, quel que soit l'âge que vous avez sur votre carte d'identité, vous êtes sûrement posé la question, mais quand même, Netflix, Google, Tesla aujourd'hui, comment ça se fait que ces gens-là vaillent aussi cher alors qu'ils ne gagnent pas d'argent? C'est-à-dire, on est d'accord, vous êtes en train de comparer l'intérêt de ces entreprises, de leur investissement, avec le montant qui est inscrit en monnaie à l'intérieur de leur compte. Qu'est-ce que vous voyez dans le Fil Social Network? Ce n'est pas ça qu'on regardait, ce n'est pas pour ça qu'on investissait. C'était au fur et à mesure le nombre de gens qui utilisaient Facebook. Quand il passe 1 million, 10 millions, 1 milliard d'utilisateurs, même si sur le compte de résultats, sur les comptes officiels, vous ne gagnez pas d'argent, on dit non, non, mais là, si tu as 1 milliard de gens qui utilisent le truc, ça vaut quelque chose. C'est ça, en fait, le changement de représentation. Vous voyez, quand l'automobile est créée, probablement que vous aviez les old school qui disaient non, mais le cheval, ça fait 10 000 ans, ça fait 100 000 ans qu'on l'utilise, je ne crois pas qu'on va arrêter le cheval. Mais oui, mais si, l'automobile. Mais attends, regarde, tu ne gagnes rien, il vaut mieux être maréchal ferrant, tu gagnes bien ta vie. Si tu es en train de fabriquer des voitures, tu es en train de perdre de l'argent. Oui, sauf que vous aviez tort parce que le changement était en route. C'est la même chose qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique où de plus en plus les investisseurs vont avoir cette approche-là. Alors vous allez me dire, ah, mais les banques, elles me demandent toujours mes garanties, machin, etc. Les banques, je vais vous dire, elles sont en ce moment comprimées entre le risque qui réapparaît, parce que là, effectivement, du point de vue bancaire, je peux vous assurer que ce qui est en train de se passer, c'est panique à tous les étages par rapport à la crise qui est en train d'arriver, c'est-à-dire par rapport à l'automne. Et de l'autre côté, vous avez ce qui va être la pression de plus en plus forte en disant, dis-moi, tes investissements, c'est quoi l'impact? Tu me les mesures, s'il te plaît. C'est-à-dire que toutes les structures financières aujourd'hui sont obligées de faire un audit complet de leurs mesures d'impact. Par exemple, leur mesure d'impact d'un point de vue environnemental, leur mesure d'impact d'un point de vue concret. C'est-à-dire, dans quoi tu es en train d'investir exactement? Je ne te demande plus le montant ou combien ça rapporte. Je te demande l'audit sur les indicateurs d'impact. Et peut-être s'il y en a parmi vous qui m'écoutez, qui sont directeurs de banque ou patrons dans des structures bancaires, ils voient bien qu'en ce moment, ils ont la double tension. L'attention de l'approche opérationnelle en disant attention aux risques, attention aux fonds propres, attention aux gains que l'on fait. Et d'autre part, les révisions sur les indicateurs d'impact, les révisions sur là où on investit. On revient. Là, vous voyez, il y a des choses qui sont celles que nous font passer aussi les jeunes générations, qu'on entend de plus en plus. Ah, j'aimerais avoir quelque chose qui ait du sens. Oui, du sens, super. Oui, mais ça veut dire quoi, du sens? Là, aujourd'hui, en réalité, on voit le monde économique qui est en train de bouger là-dessus en disant non, mais du sens, ça ne veut rien dire. Ou si ça veut dire quelque chose, tu me le mesures. Tu me dis ce que tu veux mesurer, et à ce moment-là, on va regarder. Et ça, peut-être que représenter du sens, là, c'est très flou et ça ne veut rien dire, mais quand tout d'un coup, vous êtes en train de dire, par exemple, ça permet à des gens d'avoir une augmentation de pouvoir d'achat en se déplaçant de moins en moins, tout d'un coup, vous avez des investisseurs qui disent, ah, ça, je comprends. Et ça, je vais pouvoir même le mesurer, et c'est là ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est-à-dire des plateformes qui vont être créées ou qui sont créées dans lesquelles on mesure, et on fait remonter la mesure de l'indicateur d'impact de plus en plus vite. Vraiment, je peux, là toujours pareil, le but de cette conférence, c'est de vous dire, Invest in Bordeaux, l'investissement demain, ça va se passer comment? Ça va se passer là-dessus.
C'est ça les vecteurs qu'il faut commencer à créer. Parce que l'argent du plan européen, il va se faire sur cette base-là. Il ne va pas se faire sur les rendements à l'ancienne, parce que, un, on sait qu'on crée de l'euro de manière un peu folle, et que deux, on sait surtout que demain, ce que l'on attend, ce n'est pas de la rentabilité monétaire à l'ancienne tout de suite, parce que ça ne voudra rien dire, mais c'est bien l'indicateur d'impact. Donc là, lorsque vous êtes PME, PMI, vous avez des projets, pensez impact. Alors, du coup, quand j'ai un écho, parce que je vois Yann que vous reprenez le micro, oui, donc je suis prêt à répondre effectivement là-dessus à c'est ces moi qui ai questions. une question là-dessus, mais qui avait été posée en amont sur justement les secteurs de demain. Alors, on voit bien que l'automobile ne va pas très bien en ce moment, que l'aéronautique a des difficultés, mais quels sont les secteurs où il faut investir, où il faut innover, où il y a des places à prendre dans les prochaines années? Donc, alors, là, après, je reviens sur les questions du télétravail. Yann, Ouais. vous savez, je vous fais le coup du général de Gaulle. On m'a posé une question, donc je réponds complètement à côté. Pas de problème. Donc, quelqu'un m'a parlé de l'Algérie française. Là, c'est une citation, je précise Je bien sais que c'est bien. une citation par rapport à une conférence de presse célèbre du général de Gaulle. Donc, là où il faut investir, justement, c'est l'impact qui va vous le dire. C'est-à-dire que là, ce que vous allez chercher, ce qu'on voit d'ailleurs maintenant, mais je vous assure un développement absolument incroyable au niveau mondial, c'est, je dirais, les propositions d'impact, y compris de très grandes entreprises, en disant, voilà ce que je veux faire, voilà l'impact que ça va avoir. Je ne vous parle pas rendement, je ne vous parle pas, je dirais, montant de retour, je vous dis l'impact. Et là, vous avez maintenant de plus en plus une analyse qui se fait par le biais de la communauté. On retrouve ma logique asiatique. C'est-à-dire que ce qui se passe quand vous êtes vendeur sur eBay ou que vous proposez votre logement sur Airbnb, vous l'avez de plus en plus dans la question d'investissement. C'est-à-dire 50 000 personnes qui s'emparent de votre projet et qui l'analysent et qui vont lui donner une note. Et en disant, ouais, c'est intéressant. Oui, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'énergie, ces gens-là me semblent intéressants. Et là, lorsque vous commencez à avoir des visions qui se croisent et des visions de plus en plus étayées, eh bien, vous commencez à avoir l'investissement qui arrive. Donc ça, c'est ce vers quoi on va. Et donc là, on est vraiment… Alors, par exemple, les banques, les structures financières essaient de proposer de plus en plus ça aux épargnants. En disant, non, mais cherchez pas, bon, vous avez on peut vous proposer l'or, donc en disant, là, ça ne va pas du tout. Mais si vous avez le sentiment qu'il y a de la création de richesse qui commence, qui est en train de démarrer, et j'espère que vous sentez mon enthousiasme par rapport à ça, parce que je vous assure que l'accélération là qu'on voit, elle est incroyablement enthousiasmante. C'est-à-dire, vous voyez vraiment que, je dirais, il y a le rétroviseur que j'évoquais tout à l'heure qui peut être très dépressif. Et si vous regardez devant, vous êtes en train de voir des choses que je n'aurais jamais imaginé voir, même au début janvier de cette année. Vous voyez, j'ai présenté au début janvier un rapport qui s'appelle La Grande Transformation, dans lequel on est en train d'évoquer ça. Quand on disait comment ça va arriver, on disait ça va arriver dans 2, 3 ans, 4 ans. Non, non, on est 3 mois après, on y est. Et on voit l'investissement qui commence à se concentrer là-dessus. Donc, je crois qu'il faut avoir conscience de ça parce que quand on est dans son quotidien, le présent, je vous le répète, il est sans arrêt attiré par le passé. Alors que quand vous êtes en train de regarder ce qui est en train d'arriver, et ce qui est en train d'arriver à une vitesse incroyable, vous êtes en train de dire, oula, comment je fais pour y être? Comment je fais pour en faire partie? Là, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Alors vraiment, vous voyez, par rapport au télétravail, donc je vous fais le coup. Vous voyez, il y a une question d'Isabelle sur le télétravail. Oui, j'ai vu ça, oui, je vois Emmanuel aussi. Non, c'était celui-là. Ouais. Les entreprises qui feraient comme avant sans télétravail ne seraient donc plus concurrentielles? Réponse, oui, Isabelle. Ça fait aucun doute. Non seulement vous n'êtes plus concurrentiel sur le point de vue des coûts, non seulement vous n'êtes plus concurrentiel sur le point de vue du mode de fonction. Ah, mais oui, mais vous savez, nous, on a continué. C'est super important que les gens échangent entre eux, etc. Non, mais stop, Isabelle, arrête. On est en train de te dire, faut que le. Enfin, pardon, Isabelle, je vous tutoie, mais le monde doit changer, c'est obligatoire. Et là, quand vous êtes juste dans l'idée de dire, mais excuse-moi, tu t'as quand même échangé là quand tu étais en télétravail. Ah oui, mais c'est pas pareil. Oui, ben non, bien sûr, c'est pas pareil. Sinon, si c'est pareil, ça n'a pas d'intérêt. Tu as tellement d'avantages par rapport à l'inconvénient que le problème que l'on va avoir, ça va être juste d'arriver à supprimer les inconvénients. Et je le répète, tous les inconvénients que j'ai vu passer, télétravail, on travaille plus, machin, etc., tout ça, c'est parce qu'on bricole, parce qu'on n'était absolument pas prêt, qu'on a basculé dans ce truc-là, alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez plein d'entreprises qui n'auraient jamais pensé mettre en place ça, alors qu'il y en a d'autres, des grandes, qui ont commencé à travailler là-dessus. Elles l'ont fait du jour au lendemain. En 3 semaines, ça a redémarré. C'est ce que je vous disais sur la polémique, c'est que la Banque de France a été stupéfaite de voir que le PIB a beaucoup moins baissé sur avril que sur mars. Moins 33%, bon, on est d'accord, quand vous êtes là, je croissance 2%, la récession terrible à moins 2%, là on dit moins 33%. Quand on disait que c'est un truc de dingue qu'on n'a jamais vu, on est d'accord, quoi. Là, c'est moins 33% ramené en annuel, quoi. Moins 27% sur le mois d'avril. Ah bon, pourquoi alors que le confinement était plus fort, pourquoi? Parce que vous avez plein d'entreprises, y compris des petites,
qui ont commencé à inventer une nouvelle façon de fonctionner. Donc là, on peut aller très vite et il est évident que c'est du bricolage qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si vous êtes beaucoup plus rationnel, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Pourquoi vous serez plus compétitif non plus? Parce que vous n'allez plus attirer les talents. Les talents aujourd'hui, les gens sont en train de vous dire, qu'ils soient jeunes ou âgés, ah bon, vous m'obligez à être au bureau tout le temps, dans des bureaux comme avant. Mais attendez, c'est pas comme ça qu'on travaille dans l'entreprise machin qui m'a proposé un poste elle aussi. On est d'accord que là, on a du chômage qui va arriver. Quand vous êtes à très court terme, à novembre, les gens vont dire je préfère rester dans ma boîte parce qu'au moins elle est toujours vivante. Mais là, on est en train de se projeter sur janvier, février. On est en train de se projeter sur un redémarrage de croissance très très fort qui va être de plus en plus sur des bases différentes. Oui, ça va changer beaucoup. Ah oui, tiens, très intéressant, Françoise, quand vous me dites et l'école de demain. Oui, bien sûr que cette question se pose aussi. C'est-à-dire que là, dans les universités, dans mon université à la Sorbonne, je peux vous dire qu'on a les vieux, je répète, on est vieux, c'est lorsqu'on regarde dans le rétroviseur et pas forcément lorsqu'on a une date de naissance proche d'aujourd'hui. Et les jeunes, quand les vieux sont en train de dire non, non, mais il faut refaire les cours comme avant. Et vous dites, attends, ça coûte combien? Excuse-moi, tu sais combien coûte l'immobilier à Paris? Combien ça nous coûte les salles de classe? C'était vraiment nul là, les étudiants. Je ne te dis pas ne jamais les voir, je te dis qu'on les regroupe de temps en temps, mais je te dis peut-être qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup moins d'espace. Tout d'un coup, nous aussi, ça nous fait de l'économie. Là, ça interpelle. Et là, quand vous êtes en train de dire, ouais, stop, Cambridge, tu vois, c'est quand même une petite université. Eh ben, ils sont maintenant sur le web jusqu'à 2021, sûr. Septembre 2021, sûr. Le mouvement qui est en train de se mettre en place, ce n'est pas un petit mouvement comme ça de bricolage ponctuel qui va nous permettre de revenir. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et je crois, donc, l'administration est-elle opérationnelle? Je vois Jacqueline, très, très bonne question en matière de télétravail. Bien sûr qu'elle peut l'être. Elle peut l'être si on décide qu'on va véritablement, je dirais, lancer une administration fonctionnant de la sorte. Je répète, enfin, voyez, pour aller très vite, je vous provoque, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, j'en profite. Non, Yann, juste, je dis, je vous provoque. Notre organisation économique est une organisation issue du monde de l'usine. Nous avons appliqué dans une société de services le monde de l'usine, avec parfois même encore le pointage pour vous mettre devant. Vous devez cliquer sur votre écran d'ordinateur pour montrer que vous êtes au boulot. Ça, c'est la logique de l'usine de production physique. Quand vous êtes dans la production de services, il faut basculer vers autre chose. Et le télétravail nous le montre. Et je le répète, ce qui est absolument fascinant, passionnant, c'est que c'est aussi une réponse aux problèmes. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup moins de monde dans le métro, dans le tramway ou sur la 3e, 4e, 5e voie de la rocade tous les matins, vous avez moins de pollution. Et donc, on va dire, ah oui, mais on pollue autrement. Oui, mais non, on pollue moins quand même. Quand vous faites le total sur le bilan carbone, et je peux vous dire que je le suis très près avec le comité 21, le bilan carbone, il est meilleur. Non, ce n'est pas parfait, évidemment. Mais le but, ce n'est pas d'avoir un zéro émission carbone, c'est d'avoir une économie qui soit équilibrée, c'est-à-dire où on arrive à recycler le carbone qu'on émet. Là, on est sur la bonne voie quand on est en train de réfléchir à ça. Donc, vraiment, je crois, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, tous les logiciels d'avant ne fonctionnent pas par rapport à la crise Covid. Quand on va se projeter, et peut-être là, c'est providentiel, c'est-à-dire que ça nous oblige à effacer le logiciel d'avant, c'est exactement le même problème pour le monde d'après. C'est-à-dire qu'il faut effacer le logiciel d'avant. Pardon Yann, je parle trop. Aucun problème, mais c'est vous qui êtes notre invité. Donc, oui, Anita, qui dit une grande entreprise américaine a revu sa décision. Si vous prenez toutes les questions, on va jamais s'en sortir. Les questions sont intéressantes, les réponses aussi, mais l'idée, c'était qu'on puisse terminer vers 12h30. Et j'ai 2 autres personnes que je souhaiterais inviter à nous rejoindre pour qu'ils nous apportent leur regard de la crise, parce qu'ils ont vécu ça vraiment en première ligne en étant surtout en appui des entrepreneurs, des commerçants, des restaurateurs, de tous ceux qui ont beaucoup souffert dès le début de la crise. Donc, c'est Patrick Seguin, le président de la CCI Bordeaux-Gironde, Nicolas Florian, Bordeaux et vice-président de Bordeaux Métropole. Patrick Seguin nous a rejoint. Bonjour. Nicolas Florian, bonjour, ça ne devrait pas tarder. L'idée étant qu'ils nous apportent chacun leur témoignage sur la façon dont ils ont vécu ces 2-3 derniers mois et sur la façon dont ils voient la suite. Bonjour, monsieur le maire. On va commencer par monsieur Seguin. Alors, la CCI a produit pas mal d'études pendant cette crise pour essayer de voir comment se comportent les entrepreneurs et comment va leur morale. Alors aujourd'hui, si on doit faire un premier bilan, comment se portent les entreprises locales face à une situation économique très compliquée? Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe Dessertine, bonjour monsieur le maire, bonjour Yann.
les entreprises se portent mieux depuis quelques jours parce qu'on est dans le phénomène de reprise d'activité. Les commerçants, il y a une dizaine de jours, les cafés, restaurants, mardi. Donc, il y a une certaine euphorie de reprise parce qu'on était dans l'arrêt presque total de l'activité. Mais je rejoins Philippe Dessertine sur ce qu'il disait tout à l'heure. Moi, je crains beaucoup entre octobre et février parce que dans cette période-là, il va y avoir le retour des choses à peu près normales qui se sont arrêtées, normales entre guillemets, hein, c'est notamment la réduction des charges ou le report des charges ou le report des loyers, les PGE qui ont connu un grand succès. Je rappelle que pour les entreprises qui ont demandé un PGE, on est à 84% de réponses positives auprès de ces entreprises, donc ça a bien marché. Je reviendrai sur ceux que l'on voit nulle part tout à l'heure. Les PGE, comme le disait effectivement tout à l'heure Philippe, c'est un prêt, il va falloir rembourser un de ces jours. Et donc, ce que je crains, moi, c'est effectivement la période où tout ce qui a été mis de côté va revenir et sur lequel il va y avoir des difficultés. N'oublions pas que sur la Gironde, parce que je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie de ce grand département, il y a 84 000 entreprises, dont 92% de PME de moins de 20 salariés. Et ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est les entreprises qu'on ne voit nulle part. On a fait un point entre les interventions de tous les organismes qui ont été chargés d'accompagner le monde économique, que ce soit les chambres consulaires comme les nôtres, nos amis des chambres de métiers, les chambres d'agriculture, mais aussi la Banque de France, en fait, tous les organismes qui étaient dès le 15 mars au feu pour essayer d'accompagner le monde économique. Nous sommes à peu près à 10 000 entreprises accompagnées sur 84 000. Où sont les autres ? Où sont les autres? Et ceci, moi, je rejoins complètement ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils demandent leur PGE, il faut qu'ils fassent en sorte d'avoir de la trésorerie sur leur compte, parce que en octobre, en novembre, ça sera trop tard. Il n'y aura plus d'aide, ou on n'aura plus en tout cas les capacités de mettre en place des aides. Et je suis très inquiet de ceux que l'on voit nulle part et qui se manifestent pas en disant on verra bien demain. Non, demain, ici, ils sont tout seuls, ils seront en difficulté. Et là, je dis ça tous les lundis quand je parle devant la presse, je dis manifestez-vous, interpellez-nous, nous sommes là pour ça. Et je vois bien sur la plateforme que l'on a mis en place dès le 15 mars, nous avions entre 240 et 300 appels par jour. Aujourd'hui, on est à peine à 40. Un autre exemple, puisque monsieur le maire est avec nous, la métropole a mis en place un fonds important, 15 millions 4, c'est énorme. Nous sommes à 2500 dossiers traités. Il y a 14 000 entreprises qui peuvent rentrer dans le cadre de ce fonds qui est dédié aux entreprises de moins de 5 salariés. Bougez-vous parce que c'est maintenant, après ça sera trop tard. Vous avez lancé le ballon à Nicolas Florian qui va le récupérer du coup sur la façon dont Bordeaux et la métropole ont géré cette crise. Comment est-ce que vous avez soutenu les entreprises ? Alors, bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation et je salue particulièrement les intervenants qui m'ont précédé, comme Philippe Dessertine et Patrick Séguin. Nous, on a distingué trois phases, qu'elles soient temporelles ou structurelles, à savoir d'abord qu'est-ce qu'on fait en termes d'urgence, et c'est ce qui a été dit par Patrick Séguin, c'est un fonds de 15 200 000 euros avec une aide forfaitaire de 1 500 euros par entreprise avec un certain nombre de critères. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais très petite entreprise de 1 à 5 salariés. Et dès lors qu'il y avait une baisse du chiffre d'affaires, non pas comparé par rapport à l'an dernier, mais par rapport à 2018 pour effacer l'effet des gilets jaunes. Et comme le disait très justement Patrick, on s'aperçoit que après quelques jours de lancement de ce fonds, l'impact auprès des entreprises n'est pas si opérant que ça. C'est un peu plus de 2000 entreprises qui ont répondu, ce qui m'amène déjà d'ailleurs à poser la question du devenir du reliquat financier qu'il y aura sur cette enveloppe. Et je peux vous le dire maintenant, hein, moi je suis assez ouvert à l'idée qu'on puisse réorienter ça sur les professionnels indépendants, ceux qui étaient pour le coup exclus du dispositif, car sans salariés. Bon. Mais c'est un sujet qui viendra plus tard. Donc il y a l'urgence, comment on traite l'urgence.
c'est une aide directe, parce que là, c'est de la subvention, ce n'est pas du PTZ, ni du prêt garanti. Et puis, il y a aussi tout ce qui est fait en termes de maîtrise d'ouvrage public sur la reprise des chantiers, l'aide que nous avons pu instiguer pour reprendre les chantiers, reprendre un petit peu d'activité et relancer aussi la machine de la commande publique. En tout cas, continuer les opérations qui étaient déjà lancées. Et puis, quand on parle de soutien à l'activité économique, moi, je n'oublie pas non plus ce qui peut se faire pour les emplois. Les employés, c'est aussi des mesures sociales que nous avons déployées. Là, c'est plus la ville qui parle de filets de sécurité sociale, c'est l'aide à l'alimentation, c'est la gratuité dans un certain nombre de transports qui, de façon indirecte, compense aussi le manque de pouvoir d'achat d'un certain nombre de salariés et qui les accompagne dans la crise. Second volet ou second axe, c'est la relance. Et la relance, elle passe par le dispositif que l'on met en place, qui est un PTZ, un PGE, qui pourrait être qualifié d'amélioré dans le sens où moi je souhaite, et ça faisait partie des discussions que l'on avait eues avec Lionel Le Poudère et d'autres acteurs en son temps, que au-delà de ce prêt que nous porterions, c'est de pouvoir aussi agir un peu sur les fonds propres et la rentabilité et favoriser une forme d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a décliné la proposition de la Banque des Territoires et de la Région qui crée un fonds du même ordre, mais avec 4 600 000 euros. Nous sommes prêts à aller jusqu'à 50 millions d'euros, avec un décalage de l'amortissement, bien sûr, un taux zéro, et qu'on supporte nous-mêmes la sinistralité, mais avec, parmi les critères d'éligibilité, le fait que ça puisse aller sur l'investissement et de la rentabilité. Et pourquoi pas de l'innovation de nos entreprises. J'entendais tout à l'heure Philippe de Sertine parler de tous ces nouveaux modèles un peu vertueux, c'est le télétravail, c'est tout ce qui touche à l'empreinte carbone. Favoriser l'innovation, l'investissement à ce niveau-là. Et puis, il y a un troisième axe sur lequel on ne pourra pas travailler seul. Et moi, je suis très, très attentif aux propositions que fera l'État dans quelques jours sur un plan national qui, pour moi, est un plan de rebond et quelle est la nouvelle économie. Et ça a été abordé tout à l'heure par Philippe de Sertine et quelques témoignages. Quelle est la nouvelle économie sur les transitions énergétiques, notamment qu'est-ce qu'on fait en termes industriels? On voit bien que nous, sur notre bassin territorial, que ce soit l'agglomération ou même la Grande Aquitaine, l'aéronautique, il y a un sujet sur l'aéronautique, la sous-traitance. Bref, quelle est la nouvelle économie structurelle? Certains parleront d'économie bleue, d'économie verte, peu importe, mais c'est l'innovation et c'est en tout cas quelque chose de plus sobre et de plus vertueux. Voilà. Et ça, je pense qu'on doit déployer des leviers puissants. On peut le faire en tant que ménageur. Il ne faut pas oublier qu'une collectivité comme l'agglomération, son job, c'est pas, et d'ailleurs, si on a pu mettre en place les différents fonds et dispositifs de soutien, on a pu le faire parce que la région nous l'a accordé en termes de délégation, parce que on n'a pas droit à l'aide directe en tant que métropole. On est plutôt un aménageur, on est un gros pourvoyeur de commandes publiques et sur la commande publique d'ailleurs, et ça me permet d'en parler, parmi les orientations que je souhaite qu'on prenne dans les semaines qui viennent, c'est aller vers plus de proximité, plus de circuits courts, donner aussi une préférence sur la notion territoriale et d'aller vers des marchés qui soient ouverts aussi aux toutes petites entreprises. Donc, sur la commande publique, c'est un levier important. Mais on est avant tout des aménageurs et à ce titre-là, par exemple, sur la zone de Fornes, qui est une pépite foncière sur notre territoire, ne pas se laisser aller à ce qui pourrait être une vente à la découpe, pour que de la logistique, mais aller vers l'innovation. On voit bien que tout ce qui touche à la motorisation, moi je crois beaucoup à l'hydrogène, ça peut être aussi toutes les sources d'énergie renouvelables, qu'on utilise ce foncier, cet outil pour favoriser l'investissement. Voilà. Et après, le rôle d'une collectivité… Et dans la proximité, oui. Sur les commerçants, je ne détaillerai pas, mais c'est des mesures de fiscalité indirecte, exonération de droits de terrasse, exonération de droits d'enseigne et autres leviers fiscaux. On se pose la question, on n'a pas arbitré le sujet avec le président Bobet pour l'année 2020, de jouer sur le levier fiscal de la contribution foncière. On n'a pas tranché la chose, mais ça pourrait être un soutien de près de 20 millions d'euros
indirects, bien sûr, qu'on peut mettre en œuvre. Et puis enfin, et je terminerai quand même là-dessus, il faudra être très vigilant, et je sais que ça tient à cœur à Patrick Séguin et à d'autres, à ne pas recréer une fracture territoriale, où on voit bien que cette période de crise a quand même accentué un déséquilibre entre des agglomérations puissantes qui ont pu doter les gens de masques, qui sont réactives, et des territoires un petit peu plus, j'allais dire, humbles. Et il ne faudrait pas que ce que j'appelle moi la relance n'accentue encore un peu plus cette fracture territoriale. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais j'aurais pu l'être encore plus. Pas de problème. Allez, pour finir, et là, du coup, je vais vous demander de répondre tous les deux très brièvement. C'est Invest in Bordeaux qui organise ce webinaire. Donc, le sujet de l'attractivité est un sujet central pour Invest. Au-delà de cette crise, Philippe de Sertine nous prévient, jusqu'à la fin de l'année, ça va être dur. Il va y avoir derrière des relocalisations, sans doute. Il va y avoir une capacité aussi pour Bordeaux, pour notre métropole et notre département, sans doute, d'attirer de nouveaux investissements, d'attirer de nouvelles entreprises. Quel sera, vous, votre rôle à jouer dans ce cadre-là? Je prends la parole. D'abord, Invest in Bordeaux, c'est une belle agence de développement qui accompagne vraiment toutes les entreprises très en amont lorsqu'elles souhaitent venir sur notre belle région, s'installer sur notre belle région. Moi, je pense que Invest in Bordeaux devrait, avec notre aide, élargir son champ de compétences parce que demain, il va falloir que les entreprises qui s'implantent ou celles qui sont en place puissent renforcer leurs fonds propres. Le grand problème que je vois aujourd'hui sur toutes les entreprises, c'est effarant. C'est des fonds propres quasiment inexistants et vous trouvez normal qu'après 1 mois et demi d'arrêt, l'économie soit à plat? Ça vous paraît normal, vous? Moi, non. Je trouve que les entreprises sont trop fragiles, beaucoup trop fragiles, et il va falloir que les grands donneurs d'ordre, à mon avis, qui font vivre des sous-traitants de rang 1, de rang 2, qui sont soit installés déjà, soit qui viendront s'installer, il va falloir que les grands donneurs d'ordre moi, je fais à la limite le rêve que les grands donneurs d'ordre ne soient pas que des donneurs d'ordre, ils soient partenaires associés qui rentrent dans le capital des pépites qui vont se développer parce que demain, ils en auront besoin. Et il va falloir vraiment renforcer les fonds propres des entreprises. On a des entreprises beaucoup trop fragiles, beaucoup trop fragiles. Merci pour cette réponse. Nicolas Florian. Moi, quand on parle d'attractivité, comment accueillir de nouvelles entreprises, je suis quand même aussi, enfin, je fais aussi attention à ce qu'on ne s'engage pas dans une logique de dumping territorial. Et dans les échanges que j'ai eus avec mes collègues maires au sein de France Urbaine, j'ai aussi alerté l'ensemble d'entre eux sur le fait qu'on ne soit pas dans une logique d'une telle compétition voilà, par des pratiques de dumping sur le foncier, sur les zones d'aménagement, on s'affaiblisse mutuellement. Et je pense qu'il faut un petit peu… Moi, je suis un Girondin, mais il doit y avoir aussi une logique d'aménagement du territoire à ce niveau-là, et de se lancer dans une course effrénée là-dessus. Et quand on parle d'aménagement du territoire, moi, je fais partie de ceux qui regrettent la disparition de la DATAR, et je milite pour qu'il y ait aussi d'ailleurs un aménagement du territoire à l'échelle de notre territoire, bassin de vie ou Nouvelle-Aquitaine, et la création d'un outil qui accompagnerait d'ailleurs, avec Invest in Bordeaux, toutes les restructurations ou les accueils. Et puis, pour favoriser ça, il faut qu'on se fixe aussi sur des filières, les politiques et les logiques de filières. On a quelques grandes pépites sur notre territoire, des écosystèmes dedans, et qu'on travaille à conforter ces filières, ces écosystèmes, et pourquoi pas les développer et être un levier au développement de ces filières et de ces écosystèmes. On ne vous entend pas. Voilà, pardon, c'est mieux avec le micro, effectivement. Vous avez raison. Je voulais donner la parole à Christine, peut-être pour qu'il puisse réagir très rapidement, parce qu'on va finir ensuite. Sur les propos, c'est vrai que, notamment la question des fonds propres qui a été évoquée par Patrick Séguin, c'est une question qui revient très régulièrement. Comment est-ce que vous réagissez à ce sujet-là? Mais vous voyez, c'est quelque chose qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, en disant les fonds propres vont être absolument capitaux, et là le jeu de mots est complètement approprié, dans la période qui vient. Je le répète, les fonds propres, ce sont les solutions pour pouvoir assumer les pertes. C'est pour pouvoir prendre du risque. Si vous n'avez pas de fonds propres, c'est que vous avez de la dette. Et la dette, c'est beaucoup trop dangereux dès lors que nous sommes dans des situations où il y aura un aléa. On aura un aléa à court terme pour des
problématiques de crise et on aura un aléa à moyen terme pour des problématiques de changement de modèle. Dans tous les cas de figure, ça veut dire la notion de fonds propres, elle est très, très, très importante. Et nous avons eu probablement une culture depuis à peu près une vingtaine, trentaine d'années qui nous a amené de plus en plus vers la dette. Cette culture, elle est dangereuse par rapport au temps qui vient. Et je crois que vraiment, c'est vrai, évidemment, au niveau des collectivités publiques. C'est encore plus vrai au niveau des entreprises. Quand on regarde le problème de l'endettement français, on voit qu'on a un vrai problème sur ce qu'on appelle la dette corporate, c'est-à-dire la dette d'entreprise, et le fait justement que là, on n'a pas une capacité à encaisser les coûts. Et aussi, évidemment, lorsque ça va bien, à se développer et à réinvestir lorsque la situation devient favorable. Parfait. Eh bien, merci. Juste avant de finir, je vais vous transmettre un petit message quand même de Lionel Lepoudère, souci de bande passante aujourd'hui. Donc, il devait être là. Il nous regarde, mais on ne peut pas le voir ni l'entendre. Donc, il remercie évidemment les 3 intervenants pour leur témoignage. Il remercie les très nombreux participants d'aujourd'hui pour leur présence. Je vous signale que Invest in Bordeaux en fait, avait déjà lancé une série de webinaires et va la poursuivre. Donc, 2 autres webinaires seront organisés très prochainement et donc les internautes recevront l'invitation et on leur donnera rendez-vous dans les prochains jours pour le prochain webinaire. Je vous dis donc à tous les internautes, à très bientôt et à vous 3, merci. Bonne journée. Merci. Donc là,